Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, l'édition du jeudi soir. Alors ce soir, on va aborder encore en 30 minutes un thème sur le football européen. Et effectivement, ce soir, ça va être Manchester United. Oui, effectivement, j'ai réussi à réanimer le stream. Donc voilà. Oui, donc Manchester United ce soir. On va voir un petit peu, je sais pas, j'ai regardé leur dernier match, je n'ai pas regardé que ça, mais j'ai regardé leur dernier match contre Arsenal et effectivement ça m'a inspiré en me disant est-ce que finalement Manchester United est revenu à son niveau finalement ou en tous les cas est-ce qu'il est sur le chemin du redressement. Donc ces derniers temps Manchester a subi pas mal de péripéties de haut et de bas. C'était assez compliqué ces dernières années. Donc on va se demander un petit peu d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qui a changé récemment, et puis dans un troisième temps, on va se demander aussi qu'est-ce qui leur manque pour reprendre leur place dans le football européen, c'est-à-dire parmi les 3, 4, 5 meilleures équipes d'Europe. C'est-à-dire c'était ça pendant très longtemps, à partir des années 90, on va dire, quand on arrive, leur place se situait dans les 5 meilleures équipes d'Europe en permanence. Ils étaient très fréquemment en finale de Ligue des Champions, ils gagnaient des Ligues des Champions assez fréquemment, on va dire au moins une ou deux par décennie, donc c'était quand même assez incroyable. Alors United est quand même ultra dépendant de Rashford. Ouais. Alors, pas que. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont essentiels à United ces derniers temps. Enfin, en tous les cas, bien sûr, Bruno Fernandes, bien sûr Casemiro, qui a été transféré récemment, qui a stabilisé le milieu de terrain. Je pense que ça, c'est un des éléments vraiment décisifs du saut de qualité qu'a eu Manchester United. Et puis aussi la stabilité, bizarrement, qu'a donné... Enfin, pas bizarrement, mais... Je veux dire, en défense, il y a quand même une certaine stabilité qui a été donnée, peut-être un petit peu par Varane, même s'il a été blessé souvent. Mais on va dire qu'ils ont une façon de jouer un petit peu différente en défense que ce qu'ils avaient avant. Alors Maguire de temps en temps joue, mais il joue de moins en moins, heureusement d'ailleurs. Et effectivement, ça leur donne une espèce de sérénité un petit peu différente. Ce sont des défenseurs qui jouent maintenant, qui relancent beaucoup, etc. Casemiro, tout le monde se moquait d'United à cause du prix, il donne tort à beaucoup de gens, oui. Alors le prix, il y a plus de, très honnêtement, il n'y a plus de prix avec les clubs anglais. Les clubs anglais ont leur marché particulier parce qu'ils ont des moyens qui sont démesurés par rapport à l'ensemble du football européen. Donc le prix, ça les importe peu, c'est pas très important pour eux le prix que ça peut coûter un joueur. Mais bon, donc c'est vrai que les clubs anglais maintenant, généralement, payent toujours très très cher les joueurs, sans aucune raison, juste parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont certainement autant d'argent, n'importe quel club anglais a quasi autant d'argent que les super clubs type Paris Saint-Germain ou Manchester City ou Newcastle. Donc c'est pour ça que je regarde même plus le prix des transferts en Angleterre, ça sert plus à rien. Ils dépensent parce qu'ils ont de l'argent et ça leur pose absolument aucun problème. Voilà, ça fait vivre les autres championnats, tant mieux, c'est très bien. Oui, alors on va partir un petit peu d'où est-ce qu'ils sont partis. Moi j'ai envie de commencer avec leur dernier grand succès. Leur dernier grand succès, c'est la victoire en Europa League avec Mourinho et Ibrahimovic, qui s'est fait les croisés, donc il n'était pas là jusqu'au bout. Mais en gros, c'est ça leur dernier grand succès. Ils sortaient d'une période très très sombre après le départ de Sir Alex Ferguson, et Mourinho arrive, et Mourinho fait du Mourinho, c'est-à-dire on n'aime pas, mais ça change pas qu'il gagne. Il gagne même avec Manchester United, et cette équipe, la même équipe l'année suivante, termine, je crois, 8e ou 9e du championnat. Et en l'occurrence, le Manchester de Mourinho termine 2e et gagne la Ligue Europa. Donc on a beau dire ce qu'on veut sur Mourinho, oui, absolument, c'est l'anniversaire du Special One aujourd'hui. C'est 60 ans. En tous les cas, c'est le dernier entraîneur qui a fait gagner son équipe. comme toutes les équipes par lesquelles il est passé, sauf Tottenham, parce que je pense que Tottenham, c'est vraiment un club qui est maudit en termes de victoire, parce que même la Roma, il a réussi à gagner
un titre européen, alors un petit titre européen, mais bon, il l'a gagné, donc voilà, il fallait le faire, il l'a fait. Ça faisait très longtemps que la Roma n'avait rien gagné. Van Gaal, ah oui, c'est ça, ouais, absolument, c'était Van Gaal qui était avant Mourinho et Solskjaer qui a repris le après Mourinho. Donc voilà. Bref, il gagne cette Ligue Europa. Et puis derrière, catastrophe. Hein. Donc Solskjaer qui arrive, qui fait un petit peu illusion, mais ils enchaînent les 7e place, 6e place, 5e place. Enfin bon, bref, c'était pitoyable. Ils étaient en Ligue des Champions, je crois, une année ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était vraiment des performances très très en dessous de ce que Manchester United a l'habitude de faire. Et puis, bah, on a l'impression en plus que les actionnaires sont complètement déconnectés des besoins sportifs de Manchester. Ils ont de l'argent, ils dépensent chaque saison, mais en fait, chaque saison, ils font des recrutements qui ne sont absolument pas logiques avec les besoins sportifs de United. Ce qui fait que, bah, en fait, on n'a pas vraiment de suivi, ou en tous les cas de suite dans les idées. Donc c'est vraiment assez erratique, énormément de très gros transferts, souvent des joueurs anglais. Vous savez que je disais tout à l'heure que les clubs anglais ont un marché à part avec des revenus à part, avec des tarifs à part. Mais alors, lorsque les clubs anglais cherchent à acheter des joueurs anglais, alors là, ça devient n'importe quoi. Hein. Donc on l'a vu avec Maguire, mais il n'y a pas que lui. Luke Shaw, des gars comme ça. Tous ces joueurs-là, ils ont été achetés extrêmement cher par Manchester United. Donc voilà. Rashford heureusement était dans leur équipe. Donc voilà. Donc ils traversent une période très très sombre, des recrutements qui sont complètement erratiques, aucune politique sportive vraiment très claire, des actionnaires qui ne pensent aux dividendes qu'ils peuvent prendre sur les revenus du club, parce que malgré tout, Manchester United a fait un travail incroyable lors des années 90 et 2000 et même 2010, hein, début des années, enfin 2010, ouais, jusqu'au départ de Sir Alex Ferguson. En fait, ils se sont implantés à l'étranger, déjà en Angleterre bien sûr, mais surtout à l'étranger de façon incroyable. C'est le club qui va être le plus, on va dire, rentable à l'étranger. Et donc les actionnaires américains sont ultra focus sur ce qu'ils gagnent et comment est-ce qu'ils remboursent le prêt qu'ils ont fait en remboursant ce prêt avec les revenus de Manchester. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait Manchester se rembourse lui-même en fait. Ils se sont juste portés caution en vrai, les propriétaires. Donc c'est assez spécial. Et puis, bah, je pense que la poule aux œufs d'or commence à péricliter un petit peu là, ces dernières années. C'est-à-dire que Manchester, avec une crise de résultats tellement longue, commence à perdre un petit peu son attractivité auprès des fans, son attractivité auprès des sponsors, etc., etc. Et on dirait que la direction, tout d'un coup, se dit bon, bah, on va prendre des décisions qui sont logiques. Et donc, il recrute quelqu'un comme Ten Hag en se disant, bah, lui, au moins, il a un vrai projet de jeu et il va pouvoir effectivement avancer avec ça. Alors, dans le même temps, hein, il recrute Ten Hag, enfin bon, quelques mois avant, parce que donc c'était en fin de saison plutôt. Il recrute Ten Hag et puis dans le même temps, quasi, il recrute Cristiano Ronaldo. Et là, je me suis dit, alors là, là c'est parti. Là, en fait, ils font tout et leur contraire. Donc c'est vraiment, il recrute un entraîneur qui prône, qui est très donc dogmatique. On en avait parlé il y a quelques semaines dans Buonasera Calcio. Un entraîneur qui a une très claire idée du jeu, qui demande un gegenpressing très très intense, qui aussi demande une implication de l'ensemble de l'équipe, des 11 joueurs, dans le jeu au pied, dans le pressing, etc. Et vous recrutez certainement le joueur au monde avec Messi qui presse le moins, qui refuse de le faire et qui ne pense qu'à ses stats individuelles, alors que Ten Hag a une vision du jeu qui est vraiment l'inverse de ce qu'une star comme Ronaldo va véhiculer en fait.
Oui, effectivement, le timing était chelou, comme tu dis. C'était vraiment bizarre de recruter et Ten Hag et Cristiano Ronaldo. Dans la même phrase, c'était vraiment complètement bizarre et ésotérique. Résultat, arrive ce qui devait arriver. Et je pense que Ten Hag, déjà, je voulais lui tirer mon chapeau. Alors, il s'en fout complètement que Mehdi de Buenos Aires Calcio lui tire son chapeau, mais quand même, parce qu'il a fait preuve de courage. En parlant à Ronaldo et ne le faisant pas jouer, tout simplement. En lui disant, voilà, tu joues pas, tu ne corresponds pas à ce que j'attends de mon jeu, et donc il ne rentrait qu'en fin de match. Alors ça a concouru à lui faire péter les plombs, hein, et c'est arrivé à cette interview complètement lunaire où il dézingue à peu près tout à Manchester. Donc après cette interview, si vraiment on rentre dans le détail de cette interview, il y a des choses quand même qui sont très très intéressantes et qui montrent un petit peu ce qui manque à Manchester pour revenir au haut niveau. Donc, effectivement, on est parti de la dernière victoire de Mourinho, un désert de résultats et de politique sportive, puis ensuite l'arrivée de Ten Hag, quelqu'un qui a du courage. Finalement, la direction, sentant tourner le vent, se dit « Ok, on va pouvoir... on va le suivre ». Parce qu'en fait, finalement, ils se sont aperçus que les supporters étaient plus derrière Ten Hag que derrière Cristiano Ronaldo. Donc c'est plus de l'opportunisme, je pense, que vraiment une espèce de stratégie élaborée, vu que c'est eux qui ont recruté Cristiano Ronaldo complètement à l'inverse du recrutement de l'entraîneur. Donc voilà, donc je pense que pour l'instant ils surfent sur la vague la direction en se disant Ten Hag il fait du bon boulot, on joue plutôt bien, on est dans les places Ligue des Champions, écoutez, pourquoi pas le suivre. Il a fait quelques recrutements encore. Alors Casemiro était très très intéressant, c'était vraiment ce qui leur manquait. Il leur manque encore, je pense, un défenseur central. Et je pense aussi, très honnêtement, qu'il leur manque un vrai numéro 9. Ils n'ont pas vraiment de numéro 9, ils ont des milieux offensifs, voire même des attaquants rapides de transition. Mais un vrai numéro 9, ils n'en ont pas. Donc, alors oui, on avait parlé de, comment il s'appelle, Weghorst, qui vient d'arriver. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu, mais écoutez, pourquoi pas. Faut voir ce que ça donne. Après, il y a un truc aussi, c'est que Ten Hag, non seulement il a tenu bon, il a fait preuve de courage, il a mis en place un vrai plan de jeu. Oui, doublé hier soir, ouais, c'est vrai. Mais c'était en Cup, hein, c'est ça? Il me semble que c'était en Cup hier soir que Manchester jouait. Donc contre une équipe, on va dire, modeste. Mais c'est bien de commencer comme ça. Mieux vaut commencer comme ça qu'autrement. Il est donc... Non, alors, il y a une question dans le chat. Il vise quoi comme résultat cette saison? Non, il vise effectivement de terminer dans les 4 premiers. Hein. Manchester doit être en Ligue des Champions, donc ça c'est très clair. Ils y sont en plus. Donc voilà, je pense qu'en plus les autres équipes autour se trouent un peu. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, très honnêtement. Et puis en plus, ils ont un très bon niveau de jeu, je trouve. Hein. Je trouve contre Arsenal, s'il y avait eu match nul à la fin du match, très honnêtement, voire même victoire de Manchester, j'aurais pas crié au scandale. Arsenal a forcé son destin, mais maîtrisait pas tant que ça le match. Donc honnêtement, ils me font plutôt bon effet, je trouve. Donc voilà. Alors, pour reprendre un petit peu le fil de ma réflexion, il a mis en place un fond de jeu relativement clair, avec, je vous dis, des grosses phases de pressing, du jeu en transition. C'est pas encore une équipe qui aime avoir le ballon. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'instant, derrière, ils n'ont pas des super relanceurs. Honnêtement, c'est pas génial. Et ils doivent travailler, je pense, vraiment sur un numéro 9. Alors, on va voir Weghorst. Et ensuite, surtout, un vrai gros défenseur central, en plus de Varane. Et surtout, le problème, c'est que Varane commence à être un petit peu en fin de DLC. Donc, il va falloir... il va pas non plus leur faire 4 saisons à très haut niveau. Je pense que s'il en fait encore une, c'est déjà pas mal, sans être blessé, on va dire, 80% de la saison. Donc voilà. Donc il leur manque ça, mais il a ressuscité des joueurs quand même. Très honnêtement, ce qu'il a fait de Rashford qui avait disparu complètement, hein,
honnêtement, il était pas bon du tout depuis plusieurs années maintenant, plusieurs saisons. On va dire que l'Euro 2021 et ce penalty raté l'a terminé, mais ça faisait très longtemps qu'il était hors de forme et pas vraiment dans le coup. Il a vraiment ressuscité, il en a fait un petit peu sa pièce maîtresse, donc franchement pas mal, en attaque en tous les cas. Après, au milieu de terrain, c'est vraiment Bruno Fernandes, Casemiro, les pièces maîtresses, et après le troisième, on s'en fout un peu. Et puis en défense, il faut vraiment Varane. Le goal, bah, c'est pareil, c'est quand même pas top niveau. De Gea, c'est pas mauvais sur la ligne, on va dire, il a des bons réflexes quand il doit pas se déplacer. Mais en revanche, dès qu'il doit se déplacer, il y a but. Hein. Donc c'est simple, c'est pas compliqué. Dès qu'il doit se déplacer, il y a but avec De Gea. En revanche, s'il doit faire preuve de réflexe instantané, vous regarderez hein, sur la ligne, bouger ses bras et tout, il est plutôt bon. Donc voilà, mais après, il est pas très bon dans les sorties aériennes. Il a quasi aucune mobilité, il fait pas de sortie. Au jeu au pied, c'est pas terrible. Donc bon, c'est pas génial. Ils doivent travailler encore sur plusieurs postes. Mais en tous les cas, le fond de jeu est là. Ils savent quoi faire. Et puis maintenant, bah, il va falloir qu'ils prennent confiance en eux pour pouvoir de temps en temps avoir des phases de possession et vraiment être dangereux. Parce que souvent, quand ils ont la balle, ils sont très... Comment dirais-je, ils sont assez inoffensifs. Chose qu'Arsenal, par exemple, a eu pendant très longtemps. Arsenal avait très souvent la balle, mais était complètement inoffensif. Et là, maintenant, quand ils ont la balle, ils arrivent, en fait, très rapidement à créer des différences. Alors, en faisant du 1 contre 1, mais pas que, en faisant une multitude d'appels. Pour l'instant, les joueurs de Manchester sont peut-être certains encore un petit peu feignants dans leurs appels. Alors, est-ce qu'il va réussir à réveiller un petit peu tous les milieux offensifs qui se sont empilés du côté de Manchester, milieu offensif attaquant, ils ont fait une énorme erreur de prendre Anthony, flop total. Bah, c'est un petit peu ça. C'est bizarre parce que donc Ten Hag, lui, a une idée de jeu assez, on va dire, assez clair. Et oui, ok, Anthony venait de l'Ajax, Ten Hag aussi, mais je pense que vraiment Anthony ne fait pas partie des joueurs qui peuvent se fondre dans le collectif d'un Ten Hag en fait. Alors je sais pas pourquoi ils ont pris cette direction. Ça c'est peut-être justement un des bémols que je mettrais depuis l'arrivée de Ten Hag. Vraiment je le reconnais pour plein de choses, mais je trouve que sur le recrutement par exemple d'Anthony, c'est vraiment pas quand il a été recruté, je me suis dit mais enfin mets de l'argent ailleurs, mais pas là-dedans quoi. C'est un peu bizarre. Donc bon, on verra. Peut-être que lui le connaît mieux que nous et on fera quelque chose de plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà des Martial, ils ont déjà des joueurs comme ça, déjà qui sont complètement hors de forme. Je parle pas des Greenwood parce que ils sont plutôt en prison qu'autre chose. Donc voilà, mais c'est dommage parce que Greenwood était un vrai très bon joueur. Je trouve qu'il était même au niveau plus, on va dire au niveau de valeur intrinsèque. Alors ça ne préjugeait pas de sa carrière, mais je trouve qu'il était meilleur que Rashford, par exemple. Donc il avait une qualité brute qui était meilleure que celle de Rashford. Alors poli avec un entraîneur comme Ten Hag, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment sympa. Bon, malheureusement, il a un petit peu déconné, enfin même beaucoup. Beaucoup déconné, et donc voilà. Bah, après, on a vu comment ça s'était retourné pour Benjamin Mendy, hein, la situation, même si je ne juge pas du fond, hein, et puis des valeurs morales de Mendy, tout ça, je suis pas en train de parler de ça, je dis juste que la justice pénale, a décidé que, a priori, sur les 6 accusations, il était en tous les cas innocent. Il n'y avait pas d'agression sexuelle, donc voilà. Après, il a les pratiques qu'il a, c'est pas, enfin, je suis pas en train de dire que c'est un mec bien, mais voilà. Et il en reste une 7e, donc on verra bien la 7e. Mais il leur manque un dribbleur à United. Ouais, c'est ça, parce que finalement Rashford, lui, joue plutôt dans l'espace. Martial, est hors de forme. Anthony. Il dribble, mais le problème, c'est qu'il est assez stérile, je trouve, dans ses dribbles. Il dribble un petit peu pour amuser la galerie. C'est un peu un... En fait, Anthony, je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs, hein, les gens dans le chat, mais moi, il me fait énormément penser à Robinho.
Ce sont des joueurs qui sont très forts techniquement, c'est pas le problème, hein, qui sont spectaculaires dans certains cas, mais qui sont absolument pas efficaces. Même si Robinho à la fin c'était un peu mieux quand il était au Milan, mais très honnêtement, franchement, c'était une perte de temps. C'était un peu comme Denilson. Je sais pas, alors là, je commence à remonter, hein, parce que c'est des joueurs des années 90, mais Denilson aussi, qui était le plus gros transfert du monde à un moment donné quand il a été transféré au Betis Séville. C'est des joueurs, excepté des passements de jambes, vous voyez, ils sont un petit peu, on va dire, célèbre pour un geste technique en particulier. Alors bon, pour l'instant, Anthony a sa toupie, donc je sais pas, peut-être il va en ajouter un autre geste technique, mais c'est pas des joueurs qui sont très très décisifs. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, je pense que Ten Hag a vraiment besoin d'avoir derrière lui une direction technique qui l'épaule, qui lui fait des recrutements de temps en temps, enfin pas de temps en temps, tout le temps, qui sont orientés en fonction du jeu qu'il veut mettre en place et pas en fonction des opportunités, de est-ce que ce joueur-là va vendre des maillots ou pas. Je pense pas. Je pense que Manchester avant de penser à vendre des maillots, ils doivent déjà penser à gagner, parce que s'ils veulent continuer à vendre des maillots, il va falloir avoir des résultats sportifs. On peut pas, voilà. D'ailleurs, on le voit. Enfin, je prends un cas que je connais par cœur. Milan commençait gentiment à sombrer dans l'anonymat. Une victoire en championnat et c'est reparti. Le Milan est le club le plus connu en Italie, à l'étranger, devant la Juve, hein, parce que la Juve est bien sûr le club le plus supporté en Italie, mais à l'étranger, Milan est la plus grande marque, et ça a été revigoré de façon incroyable, voire même exponentielle, par ce championnat. En fait, juste un championnat, un scudetto, et hop, là c'est reparti. Donc voilà, ils ont explosé leur chiffre d'affaires dans tous les sens, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Juste avec une victoire. Mais il faut gagner en fait. Il faut gagner pour refaire rêver un petit peu tous tes supporters à travers le monde. Peut-être hors sujet, United, j'ai vu une info d'ailleurs sur le Milan. Alors oui, ça doit être Bluebird et Elliott, je suppose. Effectivement, il y a alors je fais une petite incartade, mais c'est important parce que le dernier sujet de Buonasera Calcio, c'était la sanction de la Juve. Donc oui, effectivement, il y a une enquête qui a été ouverte. Alors pour l'instant, ça ne préjuge de rien, mais il y a une enquête qui a été ouverte pour éventuellement malversation financière lors de rachat du Milan à Elliott par Redbird Capital. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un actionnaire minoritaire qui s'appelle Bluebird, mais en fait, c'est pas une affaire qui est récente. C'est une affaire qui existe depuis la vente du Milan, en fait. Bluebird Capital, qui est une société luxembourgeoise, un actionnaire minoritaire du Milan. Il me semble qu'ils ont 4%, ils avaient 4% des actions du Milan, lorsque Elliott était propriétaire, a estimé que le Milan a été sous-évalué lors de sa vente. Et donc ils se sentent spoilés par Elliott, parce que forcément leurs 4% étaient rachetés, selon eux, moins cher que prévu. Et en fait, ils disent qu'il y a peut-être un accord entre Elliott et Redbird pour que Redbird en fait achète moins cher, on va dire, le Milan que prévu. Bon, c'est typiquement financier, et ça n'a pas, contrairement au dossier de la Juve, ça n'a pas d'impact sur le sportif, hein, parce que donc le prix d'achat du Milan ne préjuge pas du budget qu'on a, du salaire des joueurs, éventuellement le fair play financier, etc. Ça n'a strictement rien à voir là-dedans. Donc c'est pour ça que oui, il va y avoir une enquête là-dessus, et peut-être que Elliott sera sanctionné, devra payer une amende, ou en tous les cas des dédommagements à Bluebird, ça c'est possible, mais ça ne sera pas un volet sportif. Il n'y aura pas de volet sportif dans cette affaire, a priori, hein, je ne peux pas vous dire, mais a priori il n'y a pas de volet sportif dans l'affaire Bluebird-Elliott. C'est vraiment un volet absolument financier. En parlant du United, CR7 qui veut maintenant les 19,7 millions que lui doivent la Juve.
Oui, alors bon, je pense que Cristiano il fait pas de cadeau parce que derrière il se voit un projet, il se voit pas un projet, un destin de grand homme au-delà du football, un grand investisseur, il veut devenir homme d'affaires et en fait c'est aussi pour ça que c'est dans ce sens-là qu'il va signer en Arabie Saoudite. Parce que, bah oui, on crache pas sur 200 millions par an pendant 2 ans. Donc voilà, parce que derrière, ça va lui donner des moyens encore plus grands pour pouvoir vraiment devenir quelqu'un d'important dans le monde des affaires. En tous les cas, c'est ce qu'il veut faire. Et je crois que même, j'avais entendu dire qu'il se verrait bien aussi en politique. Hein. Donc il a absolument aucune limite, hein, Cristiano, mais on le connaît. Hein. Donc voilà. Oui, donc pour revenir à United, alors on va se demander maintenant qu'on a fait un petit peu le bilan, qu'est-ce qui leur manque? Bah, il leur manque de la confiance, il leur manque une direction technique donc, qui suit vraiment de façon un petit peu cohérente le projet sportif de l'entraîneur. Et il leur manque une vraie figure dans la direction, autre que le manager, pour l'appliquer, pour l'appuyer lorsque de temps en temps il a des conflits avec les joueurs. Et effectivement, tu as tout à fait raison, il manque aussi un banc. C'est vrai que le banc de United n'est pas du tout, je trouve, hein, au niveau d'un grand d'Europe, hein. Très clairement quand on regarde le banc on se dit bon ok c'est vraiment bidon et même leur 11 titulaire finalement est pas spectaculaire, il y a des très bons joueurs, franchement il y a des vrais très bons joueurs, on va dire Rashford, on va dire Bruno Fernandes, Casemiro, Varane, Luke Shaw, j'ai beaucoup de mal à avoir un avis définitif sur lui. De temps en temps, j'avoue que je suis impressionné par ce qu'il fait, et de temps en temps, mais il passe à travers, mais de façon incroyable. Et donc j'ai beaucoup de mal. Donc il y a 3-4 joueurs qui sont vraiment très haut niveau, je pense, vraiment très haut niveau. Et puis peut-être 5 joueurs de haut niveau. Et puis à côté de ça, bah, il y a 6 joueurs pas terribles. Donc non, pas Maguire. Maguire fait pas partie des joueurs de haut niveau, pas pour moi en tous les cas. Donc voilà. Donc c'est vrai que il leur manque ça, il leur manque un banc, des joueurs vraiment continuer à consolider l'effectif avec des bonnes recrues qui sont dans l'esprit et pas du bling bling. Il faut juste des joueurs. Vous voyez par exemple un Højbjerg qui vient de Tottenham à Manchester United, en plus de Casemiro et de Bruno Fernandes, je pense que ce serait parfait. C'est ce type de joueur qu'il faut, c'est-à-dire des joueurs de sacrifice. C'est pas une star, Højbjerg. Mais en revanche, Højbjerg, il court. Il fait ce qu'il peut. À Tottenham, il est un peu tout seul au milieu de terrain, mais il est impressionnant. Moi, heureusement, parce que le pauvre, il y a Bentancur à côté de lui. Bentancur, des fois, j'ai l'impression qu'il est à l'arrêt de bus, il attend le bus. Enfin, je sais pas. Je me demande ce qu'il fait sur un terrain de foot, lui. Donc bref. C'est ce type de joueurs qu'il leur faut, c'est des joueurs un petit peu besogneux, des joueurs de devoir. Donc voilà, ils sont pas loin de revenir en tous les cas de façon, on va dire, consistante dans le top 4. S'ils font ça pendant 3-4 ans, derrière, probablement, comme Arsenal, qu'ils peuvent avoir une fenêtre de tir pour gagner un titre. Donc voilà, je pense qu'en tous les cas, si je dois donner mon avis, Manchester est parti sur la bonne direction. Maintenant, sur le moyen terme, il va falloir voir si Ten Hag sera appuyé, si un jour ça commence à devenir plus difficile, et puis quelle politique sportive ils ont. Donc voilà un petit peu. Écoutez, c'était l'avis du jeudi de Buonasera Calcio sur Manchester United. On verra en fin de saison. Moi, je pense qu'ils vont terminer dans les 4. Je suis un petit peu comme Okuto Nojo. Je pense que c'est le début du retour de Manchester. Et puis on verra dans 10 ans si effectivement c'était le début ou pas. En parlant de la Première Ligue qui écrase tout, Zaniolo à Bournemouth. Oui, alors c'est ça. Le 18e de Première Ligue a des moyens que le champion de Serie A n'a pas. Et très clairement, plus que ça, j'en parlais sur Twitter, le 18e de Première Ligue a des moyens supérieurs à 95% des clubs des 5 grands championnats, en vrai. En vrai, c'est ça, en fait. Je pense que Bournemouth peut pas rivaliser encore avec le Real et le Barça, peut peut-être pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain, bien sûr, peut peut-être pas rivaliser avec le Bayern, mais après,
après ça, après ces clubs-là, en fait, ils peuvent rivaliser avec tout le monde, en fait. Peut-être avec la Juve de temps en temps quand ils s'énervent, mais bon, je ne sais pas s'ils vont s'énerver dans un futur proche. Donc voilà, mais sinon, ils peuvent pas, ils peuvent pas vraiment être dépassés et le Milan effectivement n'a pas envie de suivre cette folie de payer 30 millions à un joueur qui s'est fait 2 fois les croisés, qui a plus que 18 mois de contrat et qui n'a rien prouvé depuis le début de saison, c'est-à-dire un but et puis je sais plus, je crois 2 passes décisives, enfin c'est que dalle sa saison à Zaniolo. Donc je sais pas comment ça va se terminer, mais c'est sûr que moi ça me choque pas que Milan ne mette pas 30 millions pour Zaniolo. En revanche, on voit bien que voilà, un club de première ligue, 18e de première ligue, met 30 millions sur Zaniolo. Donc c'est un peu... voilà. On ne peut pas lutter, et c'était mon avis sur la Super League. La Super League existe déjà. Elle s'appelle la Première Ligue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les autres championnats ? Donc voilà. Bref. Voilà, en tous les cas, c'était l'avis du soir sur Manchester United. N'hésitez pas à le revoir sur Twitch, bien sûr. Vous pouvez revoir les vidéos pendant une semaine, je crois. Cet avis va bien sûr être posté en podcast très rapidement sur Apple Podcast, sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, bref, toutes les plateformes de streaming de podcast. N'hésitez pas à me laisser des avis, et puis bien sûr vous pouvez suivre les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, Instagram et puis Twitter, et comme ça vous vous tenez au courant un petit peu des sujets et de l'actualité. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous, merci beaucoup, et puis à lundi soir un nouveau sujet, on va voir ce que le week-end de foot nous réserve. Ciao ragazzi, à lundi.